après ce brillant exposé, la tâche qui me revient est un petit peu difficile. Donc on va quand même essayer d'échanger avec vous un certain nombre d'idées. Tout d'abord, je voudrais bien sûr remercier très chaleureusement Marine Le Pen et Florian Philippot d'avoir pris l'initiative de créer des collectifs, et notamment le collectif santé, parce que c'est vrai que c'est un vrai problème national, mais en même temps, c'est important de donner la parole à tout un tas de composants. On n'est pas là pour faire la politique, on est là pour faire des échanges, que chacun donne ses idées, et ensuite, eh bien, la politique de santé, Marine Le Pen, M. Philippot, c'est vous qui la ferez. Et moi, c'est ce qu'on espère. Alors, je suis Franck Bouteau, je suis chirurgien à l'hôpital public, CHU, également professeur de médecine. Je fais partie de ceux qui vont avoir la chance de travailler jusqu'à 79 ans. À mes côtés, donc, j'ai Claude Maucuit à ma droite qui sera la voix des usagers. J'espère pas vraiment des patients, au moins des usagers. À ma gauche, Nicole Hugon, infirmière libérale, et à sa gauche encore, ça n'a rien à voir avec la politique, donc Éric Gaston, qui est chirurgien installé en libéral. Alors je vais me permettre de dire quelques mots d'abord sur les hôpitaux, puisque c'est jusqu'à preuve du contraire probablement ce que je connais le mieux dans le domaine de la santé. Et en sortant bien sûr mon chronomètre, parce qu'il est très important de ne pas dépasser le temps de parole, pour vous dire que, évidemment, vous l'avez compris, les hôpitaux sont quand même actuellement dans une situation catastrophique. Alors, on ne va pas la décrire très clairement, mais quand même, il y a quelques éléments qu'il faut que vous sachiez. Les délais de consultation, un certain nombre d'entre vous ont dû le constater, s'allongent de façon démesurée et surtout très rapide. Du coup, il y a un recours de plus en plus évident et rapide au service des urgences, qui se trouve évidemment embouteillé. J'ai un ami récent dans la région lyonnaise, pardonnez-moi, chers amis, pardonnez-moi Pierre, qui m'a dit qu'il y avait 12 heures d'attente dans un hôpital de proximité. Il y a des secrétariats qui sont en sous-effectif chronique avec une situation de rupture de communication. On ne peut joindre personne à l'hôpital. Les personnels soignants sont répartis en fonction de l'historique, en fonction de ce qui s'est vu depuis des années, pas forcément en fonction de la charge en soins. Il y a des charges en soins qui sont colossales. Vous savez comme moi qu'il y a des personnels qui ont été conduits au suicide récemment. Ça ne va certainement pas s'arrêter, malheureusement. Du coup, il y a un absentéisme qui, il faut bien le dire, fait partie quand même des maladies chroniques des hôpitaux, mais qui est forcément aggravé par cette situation. Il y a des fermetures de services et d'hôpitaux, notamment dans les zones rurales. Et actuellement, énormément de postes de médecins dans les hôpitaux qui ne sont pas pourvus, qui sont occupés soit par des remplaçants, soit par des médecins à formation étrangère, plus ou moins correcte. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, cette situation, c'est la conséquence des politiques qui ont été menées jusqu'à présent en matière de santé. Et elles ont été, pour être dire, fondées sur deux principes. Un, le principe de faire des économies à tout prix, et deux, le principe dogmatique qui est de diriger tout depuis le central, c'est-à-dire depuis le ministère. Pour contraindre les établissements à faire des économies, on utilise le levier de la tarification à l'activité. C'est là-dessus qu'on décide l'attribution des recettes. Ce système est censé rémunérer chaque séjour en fonction de sa typologie. Vous avez dû entendre parler de ça, ça s'appelle la tarification à l'activité. C'est un système extrêmement complexe, le manuel compte 1600 pages. Il y a environ 3000 tarifs différents aujourd'hui. Mais surtout, les tarifs sont continuellement revus à la baisse. Et ça, c'est le ministère qui le décide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, il suffirait de geler les tarifs pendant un an pour que la majorité des hôpitaux soient à l'équilibre. Donc on décide si les hôpitaux sont en déficit, à l'équilibre ou en excédent en fonction de cette politique tarifaire. Bien évidemment, comme il faut retrouver l'équilibre, eh bien, les directeurs n'ont qu'une arme aujourd'hui, c'est de supprimer les effectifs. Les charges de personnel représentant actuellement 70% des charges globales des hôpitaux. Pour ce qui est de la gestion, on a créé un système pyramidal, directement issu du ministère. Celui-ci a sous sa coupe des préfets de santé, qui sont appelés directeurs d'ARS. Alors, je ne voudrais pas polémiquer, mais parmi ces directeurs d'ARS, moi, à ma connaissance, il n'y a pas un médecin. Ce sont des gens qui viennent d'un certain nombre d'écoles d'administration, d'HEC, etc. Il y a normalement, dans les hôpitaux, des commissions médicales d'établissement. Pardon, monsieur Philippe.
il y a normalement dans les hôpitaux des commissions médicales d'établissement. Elle ne sert plus à rien, tant leur rôle a été détruit. Elle s'appelle maintenant officieusement commission médicale d'enregistrement. Et en plus, il y a des syndicats. Alors les syndicats, ils représentent en moyenne 10%, pas plus, des effectifs. Ils sont tous de gauche ou d'extrême gauche. Ils pratiquent une opposition systématique à toute forme de changement, opposition parfois violente, j'en ai été les témoins, violente physique, je veux dire, et ils pratiquent entre eux une politique de surenchère démagogique permanente. Alors quelle devrait être au sein de ce tableau un peu noir l'idée directrice d'une politique hospitalière? Tout simplement le patient. Il faut se centrer sur le patient. Le premier travail, à mon sens, consiste à redéfinir la carte sanitaire de ce pays. Il faut s'affranchir des limites administratives, départementales, régionales, politiques. Il faut regarder quelle est exactement la distance qu'un patient doit parcourir pour aller à telle ou telle structure de soins, notamment des urgences. Et là, on va redessiner une carte. À partir de là, on pourra définir de vrais territoires de santé, intégrant évidemment établissements publics et établissements privés. Dans chaque territoire, le pilotage devrait être mené de façon collégiale. Il n'est pas question de faire du dirigisme à tout prendre. Il faut demander l'avis des gens de terrain et que ça se fasse dans la transparence. Autrement dit, ça n'a rien à voir avec les GHT qu'on cherche à nous vendre aujourd'hui et qui n'ont, à mon avis, aucun avis. La gestion des hôpitaux doit être décentralisée. Il n'est pas question de les laisser en autonomie. Mais il faut quand même qu'il y ait une marge de manœuvre. Le rôle des ARS n'est certainement pas d'intervenir directement dans la gestion des hôpitaux. Au jour d'aujourd'hui, un directeur d'hôpital, s'il n'est pas capable d'obtenir un équilibre budgétaire, il est déplacé. C'est pratiquement le seul paramètre sur lequel on va reconnaître son activité. La T2A doit être bien sûr entièrement revue. Il faut préserver quand même dans les recettes des hôpitaux une part, je dirais, liée à la structure. On ne peut pas tout mettre sur l'activité. Il faut sanctuariser une part de budget qui soit liée à la structure, et notamment pour obtenir quand même des budgets pour l'investissement, parce qu'avec les systèmes actuels, il n'y a plus rien pour l'investissement. Il faut évidemment faire un effort très important pour les personnels soignants. Le passage aux 35 heures a été l'origine de très graves difficultés de fonctionnement, tout simplement parce qu'on n'a pas recruté du personnel en fonction du temps de travail perdu. On nous parle d'augmentation actuellement de la durée de travail. Moi, je veux bien, il faut que ça se fasse sur le plan du volontariat. Puis, il est évident qu'il faut que l'augmentation de rémunération soit proportionnelle à l'augmentation de la durée de travail. Il faut revoir la répartition des personnels qui est très, très inégalitaire. Peut-être faut-il remettre en place le jour de carence qui a été supprimé, enfin qui a été enlevé, supprimé, remis, réenlevé. Ceci pour équilibrer un petit peu entre public et privé, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut renforcer les possibilités de formation. Récemment, on a encore eu une coupe, je crois, de 300 millions d'euros dans le budget de formation des personnels hospitaliers. Pour ce qui est des médecins, il faut considérer le caractère indigne des rémunérations proposées en début de carrière. Ça va très bien pour moi, je suis en fin de carrière, j'ai un bon salaire. Les jeunes, quand ils commencent, ils ont des mauvais salaires, des salaires très bas. Il faut qu'ils attendent des années avant d'avoir des salaires corrects. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus faire une carrière hospitalière et qui préfèrent faire des remplacements. Bientôt, on n'aura plus personne pour exercer dans les hôpitaux si on ne prend pas en compte cet élément majeur. Dans les CHU, le statut universitaire doit être refondu. C'est un peu technique, mais tout le monde fait de l'universitaire dans les CHU, y compris les praticiens hospitaliers. Il faut tenir compte de ça et leur donner une valence universitaire. Et enfin, quand même, il faut savoir que pour l'ensemble des personnels, les non-médecins, les médecins, les secrétaires, etc., on a une arrivée massive de populations étrangères, souvent non francophones, important leur lot de maladies parfois graves, voire très graves, ou leurs dérives comportementales, qui sont liées pour l'essentiel à leur méconnaissance des règles sociétales qui sont les nôtres. Il n'est pas rare de voir des salles d'attente bondées, des comportements agressifs, on a parlé tout à l'heure, et c'est vrai, le sentiment d'insécurité, et maintenant il est installé partout. On ne peut pas imaginer que la prise en charge de ce nouveau patient se fasse à effectif et à budget constant. C'est impossible. Il faut bien dire que l'immigration, elle a un coût. Elle a un coût effectivement en matière de logement, en matière d'éducation, mais elle a aussi un coût en matière de santé publique. Et pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose sur ce sujet. Bien sûr, le service public, il a aussi un certain nombre d'obligations. Il va falloir qu'il s'améliore. Il faut développer l'ambulatoire.
Bien sûr, la chirurgie ambulatoire, mais aussi la médecine ambulatoire, on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais cela nécessite la mise en place de toute une organisation d'aval. On ne peut pas dire aux gens rentrez chez vous et puis ne plus s'en occuper. Cette organisation d'aval doit notamment recourir aux techniques modernes, télésurveillance, télémédecine, etc. L'évaluation de la qualité du service rendu ne peut pas se cantonner à ce qui est appelé aujourd'hui la démarche qualité. La démarche qualité aujourd'hui, dans un hôpital, c'est quoi? C'est regarder la quantité de savon liquide qu'on a consommé ou regarder la taille des poubelles. Donc ça n'a rien à voir avec les démarches qualité. D'innombrables indicateurs existent, il faut avoir le courage de les utiliser dans la transparence. Les usagers le demandent et ils ont raison. Et enfin, il y a un vaste débat sur la pertinence des soins, et là, c'est pas seulement à l'hôpital public, mais aussi dans les secteurs libéraux. Cette pertinence des soins, il faut l'aborder de façon frontale, c'est certainement un des sujets majeurs de la prise en charge de la santé publique dans l'avenir, parce que si on ne règle pas ce problème, on va avoir des dérives dans tous les sens, on n'arrivera pas à gérer tout ça, et ça, il faudra certainement mettre en place une organisation nationale qui soit susceptible de traiter ce sujet. Voilà. Tout ça est un peu technique, je m'en excuse. Je pense que très clairement, les Français sont très attachés à leur système de soins, et notamment à l'hôpital. Normalement, les statistiques montrent qu'on a à peu près, chacun d'entre nous, certains plus que d'autres, à peu près une chance sur 6 de se retrouver à l'hôpital pendant les 12 mois à venir. Et une chance sur 6, ça fait beaucoup, et parmi ceux-là, 2 sur 3 iront à l'hôpital et 1 sur 3 iront en plus. Donc à une époque où on parle des droits des uns et des autres, il faut réaffirmer le droit des Français à disposer d'un service public hospitalier de qualité. Je vous remercie. Sans plus tarder, donc je vais passer la parole à Claude Maucuit, qui va nous donner l'avis de la base, on pourrait dire. Oui, c'est ça. Oui, bonjour à tous, et puis merci au collectif, merci à Marine, merci à Florian, et merci à Pierre qui a pensé à moi, qui était là-bas à Lyon, pour vous parler un peu en tant qu'usager des personnes handicapées. Donc je suis plus attaché aux personnes handicapées mentales, mais beaucoup de choses se rejoignent avec les autres handicaps que je vais vous parler. Donc, alors, en parlant d'usagers, d'ailleurs, les choses changent, hein, vous savez, sur les termes. Alors maintenant, on dit personne accueillie. Hein, voilà. Voilà. Donc, je suis donc administrateur à l'ADPI du Rhône. Nous avons 50 établissements sur le département du Rhône. Et nous sommes rattachés à une association plus importante que vous connaissez, qui s'appelle l'UNAPI, dont le siège est à Paris, et qui a fait d'ailleurs un livre blanc dont vous pourrez vous communiquer et qui est très intéressant. Je suis aussi représentante de l'ADPI dans différentes instances, et je fais aussi... je m'attache beaucoup à l'accessibilité par le savoir de la personne. Hein, voilà. J'ai moi-même une fille handicapée mentale qui a le syndrome de Bourneville, voilà, et qui est en établissement. Alors, les priorités pour le handicap, parce que nous avons toujours l'impression, et c'est vrai, peut-être d'être un peu laissés pour compte, et maintenant on nous manœuvre un peu, enfin je vous en parlerai un petit peu plus loin. Voilà, mais pour moi, pour le handicap, et pour les parents que j'ai réunis, c'est quand même l'accessibilité qui est l'essentiel. Hein, l'accessibilité pour l'accès à la ville, pour toutes les personnes, même les personnes âgées, déficientes, etc., ou Alzheimer et tout. Donc, c'est l'accès à la santé. L'accès à la santé pour les personnes handicapées mentales, ce n'est pas très facile parce que, bien souvent, le médecin n'a pas le temps de prendre par le bon côté de la lorgnette la personne handicapée mentale, et il y a des difficultés, et le médecin est rémunéré que pour une consultation, il n'est pas rémunéré pour avoir une valorisation de sa prestation.
Donc, en plus aussi, ces gens-là n'ont pas de revenus, à part la hache, bien sûr, et il leur arrive maintenant, avec la privatisation de la médecine, d'avoir des dépassements d'honoraires assez élevés à payer, et que, eh bien, ils ne sont pas toujours en mesure de pouvoir régler. Donc on commence à avoir des gens qui ne vont pas aller se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de se soigner. Voilà. En plus, aussi, il faut avoir l'accès au transport pour les personnes handicapées. Enfin, pas toutes, enfin, pour celles qui sont en chariot, tout ça, il faut avoir un accès au transport, un accès au métro, parce qu'il n'y a pas des ascenseurs à toutes les stations. On ne peut pas, ils ne peuvent pas toujours prendre le métro. Et puis aussi, comment dirais-je, que ça soit écrit en facile à lire et à comprendre, peut-être pour qu'ils ne se perdent pas au cas où il y a une perturbation dans les transports en commun. Ça, c'est pour certains, parce que d'autres sont en hôpital de jour, et donc là, ils ne sont pas concernés par cette mesure. Et puis, il faut aussi y avoir un accès au vieillissement. Je vous en parlerai un peu plus longtemps, mais le vieillissement, ces personnes-là, quand ils arrivent à l'âge de 60 ans, ou même avant, ne sont plus en mesure de travailler. Donc on va les mettre, ils ne touchent plus la hache, et on va les mettre dans des maisons de retraite dites normales, n'est-ce pas, où ils ne vont pas du tout être bien accueillis, parce qu'ils ont besoin d'être suivis, médicalement bien sûr, mais aussi psychologiquement. J'ai des parents qui m'ont dit, enfin, une dame qui m'a dit, depuis qu'il est rentré en maison de retraite, il ne sait plus parler, parce qu'il n'a plus d'activité, etc., etc. Donc il faut des maisons spécialisées pour ces personnes-là, qui pourraient aussi, d'ailleurs, ces maisons, servir pour des personnes âgées aussi, qui demandent peut-être des soins particuliers, des activités. Donc, il faut une accessibilité pour les malvoyants, il faut une accessibilité pour les malentendants, pour les personnes en situation de handicap, je viens vous en parler, pour les personnes en fauteuil aussi, et même pour les personnes âgées. Enfin, il faut être dans la ville lisible, parce qu'aujourd'hui, les plaques, par exemple, des choses toutes simples, des personnes non-voyantes disaient qu'ils ne se retrouvaient plus dans les villes nouvelles, parce qu'il y a des décalages de trottoirs, parce qu'il n'y a plus de trottoirs, etc. Donc il y a des moyens pour qu'ils puissent être guidés. Vous voyez maintenant fleurir des poteaux en fonte tout au long des rues, et les malvoyants, eh bien, ne les voient pas, etc. Voilà. Bon, alors, ce qu'attend l'usager, c'est-à-dire, pour moi, puisque je suis tuteur, ce qu'attend les parents, surtout. Donc, c'est aussi en fonction du degré du handicap. Et dans le handicap mental, je vais parler de celui-là maintenant, ça va de la personne quasiment dite normale à la personne, on va dire, en situation de légume, qui ne bouge pas. Donc, c'est difficile de faire une généralité. Ce ne sont que des cas et une succession de cas particuliers. Alors évidemment, il y a différentes causes qui entraînent le handicap. La trisomie, l'autisme, les maladies rares, et ou bien ce que l'on ne parle pas assez, ce qu'on ne parle pas assez, c'est les problèmes à l'accouchement, où l'accouchement est fait dans des difficultés, avec pas mal de difficultés, ou un dimanche, etc., et un manque d'irrigation du cerveau va provoquer un handicap mental. Ça, on n'en parle pas assez. Toute personne handicapée mentale, toute personne handicapée mentale est vulnérable dans la société. Il faut la protéger. Parce qu'avec le système anglo-saxon, on veut leur donner toute liberté de tout faire au nom de l'accessibilité. Mais ces gens-là, si on continue avec, par exemple, il y a un rapport IFTO qui existe, si on lit dans le détail, on verra que les gens qui sont en ESAT, il va falloir qu'ils aillent travailler, c'est très bien, c'est de l'accessibilité, mais dans les sociétés privées,
mais on retourne petit à petit au 19e, et probablement sous le prétexte d'économie, hein, je le pense. Voilà. Alors, on a aussi des problèmes avec les syndicats qui... Je conclue. Voilà. Bon, eh bien, je suis prêt à vous donner toutes les informations concernant les associations de personnes handicapées, ce livre blanc qui a été édité par l'UNAPI, et je vous remercie, et je remercie le futur gouvernement de penser à nous, voilà, et puis de faire mieux vivre la personne handicapée. Merci. C'est un sujet très, très difficile à traiter et je pense qu'il faut qu'on y pense plus. Je vais donner maintenant la parole à mon confrère Éric Gaston, qui est chirurgien en privé et qui va parler pendant 8 minutes. On va essayer donc de faire très court. Donc on va pas dire au revoir tout de suite. Et merci Madame Le Pen, merci cher Florian, merci Pierre de nous avoir invités. En fait, bon, je vais donc devoir faire court et synthétique. Mon ami Franck vous a présenté le secteur donc, public, et moi, en tant que représentant du secteur privé, bien évidemment, vous allez avoir un petit peu ma version des choses, qui n'est pas tout à fait du tout contradictoire à ce qu'il a dit. Hein. Ce secteur est très important. Il représente 1000 établissements privés en France, répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, comme on vous l'a déjà dit, à peu près 9 millions de personnes par an d'usagers l'utilisent. En quelques chiffres, c'est 130 services d'urgence, c'est 58% des actes de chirurgie, environ 68% de la chirurgie ambulatoire. C'est aussi 52% des séances de radiothérapie, des séances d'hémodialyse, et puis bien d'autres choses, dont notamment 27% en ce qui concerne la maternité. Alors, sur le plan humain, ce secteur, il emploie environ 150 000 salariés, ce qui est énorme, dont 4 000 médecins sont employés directement, et c'est le lieu d'exercice d'environ 40 000 d'autres médecins. La satisfaction des usagers est leur premier objectif, bien évidemment. Elle s'appuie sur une qualité de la prise en charge à tous les niveaux. En contrepartie de cette performance, reste un problème et non des moindres, le facteur économique, qui est bien sûr toujours le nerf de la guerre. Car avec seulement 17% du financement de l'hôpital public, les établissements de santé soignent environ 34% des patients pour l'ensemble. Donc, les professionnels de santé constatent mois après mois une destruction lente, mais inéluctable de ce secteur. Les tarifs des cliniques de médecine et de chirurgie obstétrique sont déjà inférieurs de 22% aux tarifs des services du public. On le sait parfaitement et ce n'est pas un problème en commun. Et cette double échelle tarifaire entraîne pour l'assurance maladie, et bien sûr au détriment de la collectivité, un surcroît d'environ 11,7 milliards par an. Alors que les déficits sont déjà abyssaux malgré ce qu'on veut bien nous raconter. Dans ce contexte, nous dénonçons donc une baisse inique des tarifs hospitaliers pour 2016, comme la loi vient d'être votée, qui ramène en fait les tarifs en dessous de leur niveau de 2006, même assez considérable. Donc nous condamnons fermement cette politique de destruction lente de l'hospitalisation privée de la part du gouvernement, qui à travers un ensemble de mesures sans précédent menace la pérennité d'un secteur d'excellence qui faisait pourtant la réputation de notre pays. Sur le plan des conséquences, c'est énorme puisque le terme donne un taux de 2,5% de baisse en fait, des tarifs sur les cliniques privées. Mais c'est un peu fou. Quand on fait l'analyse un petit peu plus loin, on s'aperçoit que c'est inégal. Il y a à peu près 83%, certes, des tarifs qui subissent une baisse faible, on dit environ 0,25%, mais d'autres baisses sont considérables sur des secteurs où, curieusement, c'est des secteurs qui sont leaders dans l'hospitalisation privée. Et ça, on va voir que sur le terrain, ça entraîne donc une baisse qui est en moyenne supérieure aux 2,15 des chiffres qui étaient annoncés, et notamment, pour prendre un exemple, dans les services par exemple SOS Main, qui rendent un service énorme sur le plan de santé publique, et qui en plus nécessitent un plateau technique lourd. Donc c'est une irresponsabilité politique et économique, bien évidemment, qui a des conséquences bien évidemment sur l'emploi, puisque je vous rappelle que ça fait à peu près 150 000 personnels employés dans le secteur privé. Et l'année dernière, la réduction a été à peu près de 4 000 postes
en moins en 2015. Il y a une conséquence énorme sur les taux de chômage dont on ne cesse de nous parler. Si on repasse l'évolution des tarifs, comme l'a très bien fait Franck, l'entrée en vigueur en 2005 de la T2A a fait une baisse de 1% sur les 12 ans, alors que l'inflation a été établie à 16% et que les charges ont explosé de 56%. Donc tout ça, ça vous donne bien un reflet de ce qui se passe réellement. Et il faut voir que dans ces établissements d'hospitalisation privés, environ 25% sont actuellement en déficit, ce qui est énorme. Donc vous l'avez bien compris, ça reste pour la plupart du temps le gouvernement un facteur, le secteur privé est un facteur qui permet l'équilibre et on jongle là-dessus de façon à essayer de tempérer un petit peu les problèmes économiques que nous rencontrons. Alors, devant cette problématique dont on vient de débattre pendant plusieurs minutes, et on ne va pas revenir sur tout ce qu'on a été dit, ce que je peux proposer, moi, en tant que professionnel de la santé en secteur privé, en tant que chirurgien, des souhaits qu'on aimerait voir quand même devant ce constat, bien, c'est peut-être recentrer la politique sur l'objectif de qualité de prise en charge, ça c'est sûr, centré autour du patient, définir des règles de financement qui doivent être identiques, public-privé, et bien sûr, faire fonctionner à fond la complémentarité. On n'est pas opposés, on est amis, on fait le même métier, il ne faut jamais l'oublier, on a tous les mêmes patients, et nous sommes tous les mêmes professionnels de santé en charge de ces patients. Voilà, pour conclure assez vite et assez brillamment le Et je suis tout à fait d'accord qu'il faut un subtil équilibre entre public et privé. C'est pas facile à trouver, mais il faut absolument le préserver. Très vite. Je vais essayer de faire vite. Donc je voulais remercier. C'est bon maintenant. Je voulais remercier Marine Le Pen et Florian Philippot pour une fois d'inviter une infirmière et un paramédical à parler de la santé, parce que très souvent, je voudrais le dire, mes confrères médecins monopolisent la santé, et je fais remarquer que très souvent les hommes politiques sont ou médecins ou pharmaciens, mais très rarement paramédicaux. Donc, pour une fois que j'ai la parole, je vais pouvoir parler au nom de mes collègues. Thématique que nous rencontrer concernant les trois secteurs, privé, public et libéral. Tout d'abord, un sous-effectif. Dans les hôpitaux publics, il manque des infirmières, des aides-soignants, des ASH. Il manque des médecins, bien sûr. Et donc, ceci entraîne une pénibilité. Pénibilité déjà voulue par la profession. Profession qui demande beaucoup de cran, profession qui demande des horaires pénibles, une confrontation à la maladie, au décès de façon régulière. Cette carence de professionnels de santé augmente la pénibilité par le fait que dans le public, par exemple, les infirmières sont rappelées leurs jours de repos, les plannings sont sans arrêt changés, il n'y a pas de perspective de carrière, et donc tout ceci est mal rétribué. Le troisième facteur commun, c'est que les salaires ou les honoraires sont mal évalués par rapport à la responsabilité croissante quotidienne. Dans le secteur libéral, puisque je suis infirmière du secteur libéral, on peut remarquer que les conventions et les nomenclatures sont plus du tout, elles sont complètement obsolètes et plus du tout en rapport avec les pathologies des patients, ce qui amène nos collègues et mes confrères et mes consoeurs à prendre des pathologies entre guillemets légères, parce qu'elles sont rétribuées de la même façon qu'une pathologie très lourde. Et ceci est une grave erreur, parce qu'un patient chez lui coûte 5 à 10 fois moins cher que s'il reste à l'hôpital. Donc les collègues sont surchargés parce qu'elles aussi ne trouvent pas de remplaçantes. La sécurité sociale les oppresse parce qu'elles ont des journées terribles, donc des facturations qui augmentent pour les soins de base. Et c'est un peu la chasse aux sorcières. On remarque qu'une enquête réalisée en 2015 par Stétos relevait que 50% des professionnels de santé interrogés estiment avoir été concernés par un burn-out et 14% d'entre eux par des conduites addictives, ce qui montre un malaise important et ce qui entraîne aussi une mauvaise qualité des soins, puisque le patient se voit restreint dans ses soins et le professionnel de santé se voit surchargé par son activité. À ce jour, on compte 14 associations en France au niveau national qui sont recensées pour prendre en charge le mal-être des professionnels de santé, toutes professions confondues. Donc, que proposons-nous à ce jour?
Il faut que le pouvoir médical prenne le dessus par rapport au pouvoir administratif. Quel que soit le secteur, nous sommes écrasés de travail administratif qui sont très chronophages, ne sont pas rémunérés et créent à eux-mêmes le burn-out par lui-même, puisqu'il n'est pas dans notre nature première d'être dans l'administration, mais plutôt dans les soins. Ensuite, il faut augmenter les personnels de santé, médecins, infirmières, ASH. Il faut réévaluer les salaires, remonter les honoraires des infirmières, où on est à 3,15 € la piqûre, 4,75 € parce que ça vient d'être augmenté, 2,50 € le déplacement, quel que soit le déplacement. Reconnaître une pénibilité physique, psychologique et morale. Permettre une revalorisation de la profession en ouvrant la possibilité par les VAE, j'en avais déjà parlé, de pouvoir accéder à une autre profession en carence ou en souffrance dans son département. Et surtout, avoir un homme politique ou une homme politique qui puisse parler au nom des collègues, puisque c'est le moment ou jamais de profiter de la séance pour dire que nous avons besoin d'être entendus. Être très bref, si j'ose dire, et avoir un message très clair. Écoutez, nous allons mettre un terme donc à cette table ronde. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie bien sûr mon président Pierre Delacroix de nous avoir permis de tenir cette table ronde. Et je vais appeler maintenant le collectif senior pour venir à cette place.